Un trou vertical d'une régularité parfaite, caché au cœur des montagnes du Caucase septentrional, s'enfonce dans la terre comme si une foreuse avait visé droit vers son noyau. Certains vont jusqu'à rapprocher ce puits des couloirs internes des pyramides d'Égypte. Serait-il possible qu'un lien existe entre ces structures? Ainsi, le grand public découvrit ce gouffre mystérieux grâce à un amateur local de spéléologie, Arthur Jemoukov, qui arpentait le Caucase du Nord en 2011. Les flancs abrupts du mont Kara-Hora, marqués par les vallées glaciaires et des falaises éprouvées par des millénaires d'intempéries, offrent un refuge idéal pour dissimuler quoi que ce soit. C'est là que Jemoukov mit au jour ce qui semblait être l'entrée d'une grotte souterraine. Il fit appel à une équipe de spéléologues et tous descendirent dans le puits. D'abord convaincus d'avoir affaire à une simple formation naturelle, ils commencèrent à douter en progressant, tant l'ensemble évoquait une construction humaine méticuleuse. D'imposants blocs de pierre paraissaient assemblés avec une précision telle qu'aucune lame n'aurait pu s'y glisser. Certaines sources affirment aussi que le conduit chute presque à la verticale, avec des parois étonnamment lisses, comme si une machinerie colossale les avait polies bien avant l'ère moderne. En réalité, cet aspect provient de fractures géologiques naturelles. Plus troublantes encore sont des ouvertures rappelant des conduits de ventilation, semblant destinées à faire circuler l'air à travers l'ensemble. Les grottes naturelles présentent rarement une telle organisation des flux d'air. Ce seul élément alimente le débat parmi les chercheurs quant à une éventuelle conception intentionnelle. Et dans ce cas, ces bâtisseurs auraient dû appartenir à une civilisation d'un niveau technologique remarquable. Certains affirment que Jemoukov consigna sa découverte avec minutie dans un journal, mais même s'il a réellement existé, celui-ci a été perdu, rendant son contenu inaccessible. En vérité, on dispose de si peu d'informations sur cet homme, son histoire ayant été très peu relayée dans les médias, que certains ont même douté de son existence. Peut-être a-t-il aperçu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Aucune vérification n'est possible. Il fut renversé par une voiture et mourut à peine 4 ans après sa découverte. Ce drame n'a fait qu'intensifier rumeurs, spéculations et théories du complot. Les géologues s'efforcent naturellement d'apporter une explication plus rationnelle à ce puits. Le Caucase appartient à l'immense ceinture alpine qui s'étire du sud-est de l'Europe jusqu'au cœur de l'Asie. Cette chaîne s'est formée à la suite de la collision de plaques tectoniques, lesquelles demeurent aujourd'hui encore en perpétuel mouvement, se comprimant sans relâche. La région subit donc régulièrement de violents séismes. Par ailleurs, l'action combinée de l'eau, de la pression et de réactions chimiques peut, sur des millions d'années, creuser des conduits verticaux. Les rivières souterraines dissolvent les roches les plus tendres, tandis que les couches plus résistantes se polissent et finissent par former de profondes cheminées. Toutefois, l'érosion engendre en général des formes irrégulières, alors que Kara-Hora présente une symétrie, des angles marqués et des assemblages pierreux évoquant davantage une œuvre architecturale qu'un simple phénomène naturel. Pénétrer dans ce conduit demeure aujourd'hui extrêmement périlleux. Il faut affronter des à-pics vertigineux, des corniches instables et un air qui se raréfie à mesure que l'on descend. Les galeries sinueuses compliquent considérablement l'orientation et les locaux affirment que certains des premiers explorateurs n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui, les équipes modernes privilégient l'usage de radars à pénétration de sol et de capteurs à distance afin d'étudier le site sans s'y engager physiquement. Et à chaque nouvelle analyse, on identifie d'autres cavités encore hors d'atteinte. Dans les environs, Kara-Hora côtoie des formations tout aussi remarquables, comme le gouffre Veriovkina, actuellement le second plus profond connu sur Terre. Ce gouffre s'enfonce sur près de 2 km à la verticale, excédant la hauteur de 4 Empire State Building empilés. Les explorateurs y progressent à travers des cascades glacées, des couloirs rocheux escarpés et des puits où la lumière disparaît totalement.
Les températures y frôlent le point de congélation, tandis que des rivières souterraines grondent dans une obscurité longtemps inexplorée. Atteindre le fond exige plusieurs semaines d'expédition, avec des camps successifs, des kilomètres de cordes et une confiance absolue entre coéquipiers. La moindre erreur y serait fatale. La grotte se remplit régulièrement d'eau et se transforme d'année en année, exposant les spéléologues à des crues soudaines. L'eau entaille progressivement le calcaire, élargit les cavités, puis, sous la pression accumulée, jaillit brusquement par certaines ouvertures. Malgré ces dangers, les scientifiques poursuivent leur descente afin d'étudier l'oxygène, la circulation de l'air et la formation des minéraux, cherchant à comprendre l'évolution des grottes à l'échelle géologique. C'est ainsi que furent découvertes des formes de vie microbiennes capables de survivre sans lumière, en tirant leur énergie des minéraux. De tels écosystèmes rappellent les conditions supposées sous des lunes glacées, comme Europe ou Encelade, faisant de ce site un terrain d'entraînement potentiel pour les futures missions spatiales. Avant toutefois de nous tourner vers l'espace, arrêtons-nous sur un autre réseau souterrain fascinant, situé cette fois dans le nord de l'Espagne. On y trouve une cavité que les scientifiques nomment la Cima de los Huesos, ou gouffre aux ossements. Pour y accéder, les explorateurs doivent progresser dans un dédale obscur, puis se glisser dans un conduit étroit qui débouche brusquement sur une chute verticale de 13 mètres. Au fond de ce piège naturel, une rampe rocheuse abrupte conduit à une salle exiguë et boueuse, renfermant la plus vaste et la plus ancienne accumulation de fossiles humains primitifs jamais mis au jour. Ce lieu constitue une véritable capsule temporelle, abritant les restes d'au moins 28 individus disparus bien avant l'aube de l'histoire moderne. Plus de 6500 fragments fossiles y ont également été recensés, mêlés aux ossements d'au moins 166 animaux de l'ère glaciaire, ours des cavernes, lions, loups ou renards, probablement tombés accidentellement dans le gouffre. Pourtant, les restes humains posent une énigme, car ils semblent y avoir été déposés bien avant ceux des animaux. Leur identité demeure débattue. L'étude des crânes et des mâchoires révèle des traits marqués, caractéristiques de Néandertaliens très anciens. L'analyse a pris une tournure encore plus remarquable lorsque de l'ADN mitochondrial a pu être extrait de ces ossements. Celui-ci établit un lien non seulement avec les premiers Néandertaliens, mais aussi avec les Dénisoviens, population énigmatique identifiée à des milliers de kilomètres en Sibérie. Cette découverte suggère que les déplacements et les métissages de nos ancêtres étaient bien plus complexes qu'on ne l'imaginait. L'intrigue ne se limite cependant pas à la génétique. Cette cavité pourrait aussi receler la première énigme criminelle connue, ainsi que les plus anciennes pratiques funéraires. Parmi les milliers d'ossements, les archéologues n'ont trouvé ni outils usuels, ni restes alimentaires, à l'exception d'une unique hache en quartzite soigneusement façonnée et surnommée Excalibur. Sur cette base, certains chercheurs avancent que les corps auraient été volontairement déposés dans le puits, accompagnés de cet objet dans un cadre rituel, témoignant d'une forme de compassion bien antérieure à ce que l'on supposait. Par ailleurs, l'un des crânes, désigné sous le nom de cranium 17, présente 2 fractures identiques et mortelles, évoquant des coups délibérés. Afin d'établir une chronologie précise, les scientifiques ont eu recours à des techniques avancées, telles que la résonance de spin électronique et la datation uranium-série, concluant à un âge d'environ 430 000 ans. Quittons à présent l'Europe pour rejoindre un autre monument géologique majeur, Devil's Tower, dans le Wyoming. Cette formation s'élève à près de 270 mètres au-dessus des plaines environnantes. Sa surface, constituée de longues colonnes verticales, donne l'impression d'avoir été sculptée avec soin. Les géologues expliquent toutefois qu'elle résulte de la remontée de magma en profondeur, suivie d'un refroidissement lent. En se solidifiant, la roche s'est organisée en colonnes hexagonales, comparables aux motifs formés par la boue en séchant, mais à une échelle gigantesque.
L'érosion a ensuite éliminé les roches plus tendres alentour, laissant à nu ce noyau durci. Les peuples autochtones considéraient un site comme sacré et racontaient que des ours géants en avaient lacéré les parois lors de chasses mythiques. Aujourd'hui, si l'origine volcanique est largement admise, des incertitudes subsistent quant au fait que le magma ait atteint la surface ou se soit solidifié en profondeur. Malgré plus d'un siècle d'études, Devil's Tower conserve encore une part de mystère. Lorsque l'on rapproche ces lieux, conduits énigmatiques, réseaux souterrains immenses et écosystèmes enfouis, une évidence s'impose. La Terre dissimule sous nos pieds des mondes entiers dont nous n'avons encore exploré qu'une infime fraction.